Mesdames et messieurs, prenez place. Nous allons commencer donc notre 5e atelier du campus PMO, dédié à une thématique extrêmement passionnante qui est l'hydrogène. Donc on va commencer d'ici 10 secondes. Est-ce que vous pouvez prendre place, ceux qui souhaitent assister? Vous savez qu'on a cette problématique. Ceux qui n'assistent pas, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez continuer à discuter dans les couloirs pour libérer les places aux personnes qui attendent? Excusez-moi, on commence d'ici 5 petites secondes. Ouais, t'as raison. Désolé Victor, hein, c'est pas facile. Merci encore. Vraiment. Merci Laure. Eh bien écoutez, bonjour à tous. Nous allons donc reprendre et commencer cet atelier dédié à l'hydrogène et la compétition entre Émirats et Arabie. Ceux d'entre vous qui sont avec nous depuis le début et qui ont pu assister à l'atelier dédié à la COP28, vous avez vu que c'était au final le sujet, même si c'était un atelier dédié aux Émirats à la COP28, vous avez vu que l'Arabie Saoudite et la compétition avec les Émirats est un sujet qui essayait de grappiller, parce qu'effectivement c'est un sujet d'actualité sur la péninsule arabique. Donc là, on va rentrer sur le focus de l'hydrogène, puisque confrontés à la baisse des recettes pétrolières ces dernières années, les États du Golfe veulent prendre la tête du marché mondial de l'hydrogène. Ils le considèrent ils visent à monter une stratégie en hydrogène vert pour justement pouvoir maintenir leur statut de puissance majeure de l'énergie et continuer à garder leur influence, tout en continuant, comme on l'a vu, à exporter quand même le reste des réserves qu'ils ont en ressources fossiles. Et pour aborder ce thème, nous avons la chance d'avoir Marc-Antoine Eil-Mazega, qui est directeur du Centre Énergie et Climat à l'Institut français des relations internationales. Donc Marc-Antoine, merci beaucoup pour ta présence. Tu vas pouvoir donc rentrer dans le détail sur les enjeux et les opportunités aussi qui gravitent autour de ce sujet. Je te propose de prendre la parole et puis on reviendra, on aura l'occasion d'avoir un échange après entre vous et Marc-Antoine. Marc-Antoine, the floor is yours. Merci beaucoup Lana. Bonjour à toutes et toutes. Je suis très heureux d'être avec vous. D'autant plus que, si vous voulez, le Golfe est apparu récemment, mais grandement sur notre carte mondiale de l'hydrogène. Mais jusqu'à présent, on travaillait en fait évidemment sur les États du Golfe avec différents axes, la problématique des États rentiers, la problématique de leur intégration au sein de l'OPEP et des décisions qui y sont menées, la problématique de finalement la transformation d'un État rentier, de la diversification de l'économie. Mais on voit évidemment, et je pense que le panel le reflète, qu'il y a des opportunités majeures et des développements majeurs qui ont cours dans l'hydrogène, et on va en parler. Mais je crois que avant d'en arriver là, il est important quand même de rappeler un certain nombre de fondamentaux sur ces systèmes énergétiques et économiques, et en particulier ceux des Émirats et de l'Arabie Saoudite, pour quand même bien comprendre d'où on vient et où on peut aller. Et je crois que alors le sujet est un peu, c'est vrai, dans l'air du temps, d'essayer de voir là une concurrence entre les deux meilleurs amis. Ils sont amis, hein. C'est un peu comme la France et l'Allemagne. On est très très amis, mais très concurrents évidemment. Et au-delà de ça, évidemment, il y a l'enjeu des dirigeants MBZ et MBS. Mais au fond, je crois que peut-être la première conclusion sur le match mondial qui s'est joué là, pour savoir qui est le grand gagnant des polycrises et qui est le grand perdant, très clairement, ces deux pays-là sont parmi les principaux gagnants à l'échelle mondiale de tout ce qu'on a traversé depuis 2 ans. C'est une situation qui est sans précédent. Les prix des hydrocarbures sont au plus haut. Leurs exportations se portent plutôt bien. Les revenus qu'ils tirent sont à des niveaux des plus élevés. Ils sont extraordinairement sollicités et courtisés pour des questions de sécurité des approvisionnements. Il a fallu
Vous en souvenez peut-être que le président Macron a négocié avec les Émirats des fournitures de diesel, parce que évidemment, dans la perspective des sanctions et puis du price cap, on risquait d'en manquer. Vous vous souvenez aussi de la queue de tous les dirigeants européens qui ont fait le voyage, tantôt à Riyad, tantôt à Abu Dhabi ou à Dubaï, pour rencontrer les uns les autres. Bien sûr, il y a eu le Qatar aussi et sécuriser différents accords. Vous avez suivi les rivalités pour nommer le représentant spécial de l'Union européenne pour le Moyen-Orient. C'est donc l'ancien ministre italien des Affaires étrangères qui a obtenu ce poste. Donc évidemment, ce sont des pays qui sont extraordinairement courtisés. Et vu de là-bas, l'Europe, c'est une des options. C'est un des partenaires. Nous, on a tendance à penser qu'on reste assez centraux. C'est loin d'être le cas. Eux se voient comme un hub mondial. Évidemment, ils vendent de plus en plus d'hydrocarbures en Asie, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud. Mais ça va bien au-delà. Et j'invite aussi à vous alerter sur le fait qu'en réalité, on aurait tort de croire que nous sommes leur seul partenaire potentiel d'ailleurs dans l'hydrogène. Les Japonais, les Coréens sont évidemment déjà très présents, mais on voit aussi les Chinois de plus en plus. Et je vais y revenir. Le deuxième peut-être élément un peu quand même d'introduction, c'est que ce sont des pays qui sont maintenant au centre de l'échiquier mondial. Vous vous souvenez de la visite de Joe Biden en juillet à Riyad, qui était assez étonnante parce que finalement il y est allé pour ne rien obtenir. Et on sent bien que ces pays-là sont dans une position de force. Ce sont des puissances régionales qui s'affirment, qui jouent sur des grands dossiers internationaux, qui font des accords de libération de prisonniers en Ukraine, qui sont impliqués en Afghanistan, qui sont impliqués en Iran, sur des échanges de prisonniers, etc. Donc clairement, ceux-là se sont émancipés de leurs relations qui étaient un petit peu quand même paternalistes jusqu'à présent, et donc évoluent maintenant de façon tout à fait autonome dans l'arène mondiale. Et la visite de Xi Jinping à Riyad et le Conseil spécial de coopération du Golfe qui avait eu lieu en décembre de l'année dernière a aussi vraiment montré que finalement, c'était évidemment, après la visite de Biden, un signal en disant les Américains, bien sûr, restent là, mais maintenant, on s'ouvre au reste du monde et la Chine est évidemment un partenaire prioritaire. Le troisième élément de cette introduction, si vous le permettez, c'est quand même de rappeler qu'on est là face à des pays qui sont encore d'hyper producteurs de pétrole. Et en tout cas pour l'Arabie Saoudite, qui font la pluie et le beau temps sur le marché des hydrocarbures et qui sont en réalité en train de renforcer leur rôle dans la gouvernance mondiale des hydrocarbures. Parce qu'ils ont su maintenir cette alliance élargie au PEP+, parce que leur production d'hydrocarbures est en train d'augmenter. Alors pour les Émirats, c'est le résultat d'un investissement qui avait été enclenché il y a quelques années. Pour l'Arabie Saoudite, c'est le résultat d'une stratégie qui a été validée l'année dernière. Et donc on va voir la capacité de production saoudienne accroître d'à peu près 1,5 million de barils jour à l'horizon 2026-2027. Et celle des Émirats, par rapport à l'Arabie Saoudite, c'est 40% de la production, hein. Mais néanmoins, les Émirats vont passer de 4 à peu près 5 millions de barils jour de production, donc c'est considérable. Et c'est des pays qui ont des coûts de production très faibles et qui se voient comme les derniers producteurs de pétrole au monde. C'est-à-dire que quand bien même la demande, à un moment ou un autre, peut-être avant 2030, atteindra son pic et va commencer un déclin, on sortira de la production mondiale tous les producteurs coûteux, c'est-à-dire tous ceux qui ont de l'offshore, tous ceux qui sont dans des conditions difficiles, tous ceux qui ont des ressources très profondes, compliquées, loin des ports, etc. Tous ceux-là partiront avant et les derniers producteurs seront ceux-là. Et c'est pour ça que, sans contradiction, ils vous expliquent que, bien sûr, ils réinvestissent dans les hydrocarbures parce qu'ils sont beaucoup plus compétitifs que d'autres. Et les Saoudiens vous expliquent, et ils n'ont pas tort, que à comparaison équivalente, à production équivalente, ils sont les plus bas carbone dans cette industrie parce qu'en fait, ils ont des infrastructures très modernes et très performantes. Et puis des huiles de très bonne qualité. Alors, une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il faut aussi rappeler le contexte extraordinairement nouveau du Golfe. C'est celui d'une stabilisation de la région. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et donc, tous les projets hydrogène, etc., dont on va parler tout à l'heure, tout ça, ça s'inscrit dans cette stabilisation qu'on a observée depuis maintenant 8 mois. Et ça, évidemment, c'est très favorable parce que le risque géopolitique est quand même très fort dans la région.
Et le fait que la Chine ait réussi à remettre les Saoudiens et les Iraniens sur la table, à leur faire rétablir leurs relations diplomatiques, alors les Américains étaient jamais loin, hein, bien sûr, par les Européens, mais cela dit, évidemment, c'est un facteur d'apaisement majeur. Le fait que le Qatar soit réintroduit dans le GCC, le fait qu'on ait posé des conditions à la Syrie, voilà, tout cela quand même va dans le sens d'une stabilisation. Alors évidemment, il reste l'enjeu du JCPOA, mais voilà, on sent quand même des ouvertures possibles, là aussi, et peut-être ces prochaines semaines, pour un espèce de compromis qui permettrait la reprise de certaines exportations iraniennes en l'échange d'un assouplissement de certaines autres sanctions. Donc tout cela va quand même dans le bon sens. En réalité, personne n'a envie de prendre le risque d'une déflagration régionale. Et il faut aussi voir le fait que la guerre au Yémen commence aussi là à aller, ça a été tragique hein, et pas très brillant, mais heureusement aussi là les choses semblent aller vers une stabilisation. Donc tout cela, c'est un environnement aussi qui est très favorable. Et donc finalement, je crois que on arrive là à un pivot dans les deux pays, c'est-à-dire que les Émirats avaient évidemment déjà entamé leur diversification économique avant, parce que Dubaï a été privé de pétrole et donc avait déjà vu l'opportunité d'aller vers les services, les technologies, etc. Mais là, l'Arabie Saoudite, ça y est, elle a pris le virage non seulement de la diversification économique, elle aussi, mais ils sont en train d'enclencher, et là les Émirats avaient une longueur d'avance, la diversification énergétique. Et donc ça, c'est très important. En fait, elle avait été annoncée déjà depuis quelques années. Seuls les Émirats avaient vraiment bougé avec cet investissement stratégique dans le nucléaire qui avait échappé aux entreprises françaises parce qu'on n'était pas bon, hein, faut le dire. Mais le résultat, c'est que les réacteurs sont en train d'être tous mis en service et ça va évidemment ça va baisser l'intensité carbone du mix émirati et ça va leur permettre de répondre à l'accroissement de leur demande d'électricité. Et j'en viens à un point clé. C'est que jusqu'à présent, finalement, les hydrocarbures étant pas chers, les technologies bas carbone étant encore relativement chères, la pression sur ces pays n'étant pas très forte, en fait, ils n'avaient pas bougé. Ils avaient fait beaucoup d'annonces, mais ils n'avaient guère vraiment bougé, à l'exception donc des Émirats dont je parlais à l'instant. Mais là, ça y est, on est à un moment charnière et les deux vont finalement aussi avancer beaucoup plus vite sur les énergies renouvelables. Mais regardez un peu le tableau là sur le mix électrique. Et évidemment, c'est quand même important quand on parle de projet hydrogène. Si vous branchez un électrolyseur sur ce mix-là, c'est absolument épouvantable, on est d'accord. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire en fait ? Le premier constat, c'est que ce sont des pays qui ont été confrontés à un boom de la consommation d'électricité. Donc, et c'est quand même un rythme de croissance annuelle qui est considérable. C'est tiré par la croissance économique, c'est tiré par toute l'industrie, la pétrochimie, etc., par les usines de dessalement d'eau de mer, par la croissance démographique. Mais voilà, ils ont répondu à cela en rajoutant des centrales à gaz. Donc c'est mieux que de rajouter des centrales à charbon, encore qu'il y en a une là, qui va entrer en service bientôt aux Émirats. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un mix qui reste extraordinairement carboné, et beaucoup plus dans le cas de l'Arabie Saoudite d'ailleurs que évidemment les Émirats, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de gaz aux Émirats. Et puis on commence à voir là, tout en bas, un tout petit peu de vert qui arrive. Et donc ça, ce sont les premiers projets, les grands projets photovoltaïques, notamment aux Émirats. Alors dans la région, on fait tout évidemment, vous le savez, en grand. Donc ce n'est pas des projets de 10, 20, 30 mégawatts, c'est des projets de plusieurs gigawatts et on va en reparler. Mais là, on est à ce moment charnière et en même temps, évidemment, il y a 2 ou 3 développements majeurs, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de réduire l'empreinte des hydrocarbures à l'export et dans la consommation. Donc ça, c'est tout le sujet du Carbon Capture Utilization Storage, CCUS. Et ces pays-là qui ont des capacités de stockage, etc., voient grand. Donc eux, ça, c'est le grand thème de l'économie circulaire du carbone que poussent très fortement les Saoudiens. Alors, on peut en dire que c'est pour prolonger les hydrocarbures, etc. Alors, plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a une vraie avancée. Ils y consacrent des moyens financiers considérables. Ils ont des capacités technologiques et d'ingénierie. Ils ont des partenariats avec de grands groupes mondiaux. Ils ont des universités qui sont en train de monter en puissance sur tous ces sujets-là, ingénierie, etc. Donc, c'est quand même un mouvement majeur. Jusqu'alors, ils étaient prêts, ils vont le faire encore davantage, de capter du CO2 pour le réinjecter dans les gisements d'hydrocarbures pour maintenir la pression et puis extraire davantage de ressources, ce qui est déjà pas mal, parce que ça réduit quand même pas mal l'empreinte carbone de cette production. Mais là, ce sur quoi ils travaillent aussi, c'est en fait d'utiliser le CO2 pour le secteur de la construction, pour d'autres utilisations. Et il y a beaucoup de recherches qui vont dans ce sens-là.
On verra ce que ça donne, mais en tout cas, il faut prendre ça au sérieux et il y a un vrai mouvement qui a lieu. Le deuxième mouvement, évidemment, ça a été celui de l'engagement vers la neutralité carbone que les deux pays ont pris. Les Émirats 2050, l'Arabie Saoudite 2060. Donc là aussi, ça participe évidemment à ce tournant. Jusqu'alors, ils étaient à freiner les quatre fers et à torpiller autant qu'ils pouvaient les COP, etc. Là, finalement, ils ont vu une opportunité et ils se sont dit, finalement, en fait, on est les mieux placés pour bénéficier du monde d'avant et pour construire le monde d'après. Et donc, on va progressivement transformer notre rôle de fournisseur d'hydrocarbures vers un rôle de fournisseur de technologies et de ressources bas carbone. Et là où arrive le dernier maillon de cette grande transformation, c'est que ces pays-là, et vous allez voir le lien avec l'hydrogène, sont en train de se dire, mais en fait, on ne va pas se contenter d'exporter des molécules bas carbone, on va faire sans doute un peu, mais en fait, on va se réindustrialiser et toutes ces industries énergo-intensives, on va les installer chez nous parce qu'on a fait nos calculs. Et dans le monde, ces industries ne seront vraiment compétitives que si elles sont à proximité directe de la source de production d'énergie bas carbone, compétitive, continue. Et quand vous avez du désert, quand vous avez des infrastructures portuaires, quand vous avez les capitaux, c'est là en fait que ça va être le moins cher. Et donc leur idée, vu qu'ils ont énormément d'emplois à pourvoir, surtout cette grande population très jeune en Arabie Saoudite, etc., pour occuper tous ces gens-là, pour créer de la valeur, ils ont décidé d'investir dans l'industrie lourde. Et donc, on va voir l'Arabie Saoudite et des acteurs saoudiens investir dans le minerai de fer de plus en plus en Afrique, par exemple. Et ensuite, prévoir, par exemple, de produire de l'hydrogène chez eux, bas carbone, pour enrichir ce minerai de fer et le transformer. Donc ça, c'est une tendance majeure et je vous alerte là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on voit aussi dans d'autres pays du monde. C'est-à-dire que l'idée sur laquelle il va y avoir des immenses échanges d'hydrogène sous différentes formes, etc., ça, c'est une idée d'il y a 2-3 ans. En réalité, les pays maintenant se disent, en fait, on va favoriser les implantations industrielles chez nous, la création de valeur chez nous, les emplois, et on va produire et exporter des produits finis, semi-finis. Et donc la consommation de tous ces pays potentiellement exportateurs, leur propre consommation d'hydrogène va augmenter. Alors dans le cas des Émirats et de l'Arabie Saoudite, c'est pratique parce qu'ils ont déjà une forte consommation d'hydrogène carboné, puisqu'ils ont de la pétrochimie, puisqu'ils ont des engrais. Donc le premier sujet chez eux, ça va être de décarboner cela, et donc de remplacer cet hydrogène fossile par de l'hydrogène bas carbone. Et quand je dis bas carbone, c'est pas vert, parce qu'ils vont aussi aller sur de l'hydrogène à partir de gaz naturel et de combiner à de la CCS, de la capture de CO2. Mais le fait est que là, ils y voient une très grande opportunité et ça s'inscrit dans leur vision un peu plus large d'être un grand fournisseur mondial finalement d'acier bas carbone, d'être un grand fournisseur mondial d'engrais bas carbone, surtout à destination de l'Afrique, puisque les deux voient évidemment le marché indien, ils sont voisins de l'Inde, mais ils voient aussi tout ce grand potentiel en Afrique, plus d'1,2 milliard d'habitants, les classes moyennes qui vont se développer et une grande opportunité pour eux de croissance des échanges. Et on le voit d'ailleurs à travers leurs implantations dans la logistique portuaire, etc. Donc là, il y a une vraie stratégie de long terme qui se dessine. Et donc, j'en arrive à notre affaire à proprement parler des énergies renouvelables et de l'hydrogène. Parce que, quand je le disais tout à l'heure, vous avez vu ce mix électrique. Malheureusement, on ne peut pas brancher un électrolyseur sur ce système électrique-là parce que ce serait évidemment pas de l'hydrogène bas carbone et ce serait en réalité tirer davantage la production en Arabie Saoudite à travers les centrales thermiques au fioul et puis aux Émirats au gaz. Donc ça n'a aucun sens et eux l'ont évidemment bien compris. Et donc dans les deux pays, il y a quand même cette vision qui est de dire on ne va pas aggraver les tensions sur les réseaux électriques en installant ces électrolyseurs et ces infrastructures-là. Donc il nous faut des sources de production d'électricité bas carbone dédiées. Et ça tombe bien, puisqu'ils ont, en tout cas pour l'Arabie Saoudite, une chance extraordinaire. C'est qu'ils ont à la fois un potentiel photovoltaïque gigantesque de produire vraiment à bas prix, et puis ils peuvent combiner ça avec de l'éolien, notamment en mer Rouge. Et donc ça vous donne quand même a priori un extraordinaire facteur de charge. Alors vous n'êtes pas sur du 24 heures sur 24 à 100% de puissance d'utilisation de l'électrolyseur, mais on peut s'en rapprocher pas mal. Et dans le cas des Émirats, vous pouvez tirer aussi sur de l'électricité nucléaire. Et dans le cas de l'Arabie Saoudite, dans 15 ans, dans 20 ans, il y aura aussi de l'électricité nucléaire en Arabie Saoudite. Et leur ambition, elle est très claire dans ce domaine-là. Donc là, il y a évidemment une première avenue. La deuxième, c'est que comme ils ont beaucoup de gaz, les deux pays investissent dans leur propre production gazière
L'un était encore un peu importateur, mais il va devenir exportateur net, c'est le cas des Émirats. Donc ils se disent, mais on a tout ce gaz, donc on va aussi faire de l'hydrogène bleu, de l'ammoniac bleu. Et ça, c'est très malin, parce que vous n'avez pas besoin de toute l'infrastructure électrique en place. Ça peut aller beaucoup plus vite et vous récupérez le CO2 et vous l'injectez dans vos gisements d'hydrocarbures. Donc c'est une chaîne qui est très courte, qui est très efficace. Pas besoin d'investissements colossaux, même si évidemment c'est pas simple et ça se fait pas du jour au lendemain. Mais c'est une vraie opportunité pour être un des premiers sur les marchés et à proposer des produits. Là où évidemment il va falloir être crédible, c'est sur la mise en œuvre de tous ces projets. C'est-à-dire que pour l'instant, dans les énergies renouvelables, on a vu d'extraordinaires ambitions, donc Vision 2030, présentée en 2017 par l'Arabie Saoudite, ou 2016. Vision 2030 prévoyait, là, aujourd'hui, cette année, 27 gigawatts de capacité ENR installée en Arabie Saoudite. Si on passe la fin de l'année avec 1,5, je pense que, et c'est optimiste, voilà, donc vous comprenez ce que je veux dire. En 2030, il était question d'arriver à peu près 60-70 gigawatts de capacité. Bon, on en sera loin. Cela dit, les grands projets arrivent, plusieurs gigawatts, et il y a des vrais acteurs parfaitement capables, Aqua en Arabie Saoudite, Masdar aux Émirats, et ceux-là s'intéressent aussi évidemment de près à l'hydrogène. Mais voilà, la question c'est évidemment comment est-ce qu'on remplit les objectifs. Alors quand j'ai regardé les stratégies hydrogène de ces deux pays, je les ai trouvées raisonnables. Donc là, ils ne sont pas comme nous en Europe où on se fixe des objectifs de 20 millions de tonnes à l'horizon de 2030 qui sont absolument irréalistes. Eux sont quand même dans des stratégies réalistes. Donc ils ont des industriels, ils ont regardé ce qu'ils sont capables de faire et ils avancent progressivement. Donc quand on regarde les objectifs des Émirats, c'est peut-être de passer 1 ou 2 millions de tonnes à l'horizon 2030, l'Arabie Saoudite un tout petit peu plus. Mais enfin, c'est vraiment raisonnable. Et donc je pense qu'ils sont parfaitement en mesure de le faire. Mais bien sûr, il faudra, et c'est tout l'enjeu de cette certification internationale de l'hydrogène, il faudra s'assurer que ça soit mis en place rapidement pour qu'on soit bien tous certains que c'est de l'hydrogène qui est bas carbone et qui est compatible avec nos propres critères en Europe. Mais ça va correspondre, cette montée en puissance, de quelques projets autour de Neom, Air Product, notamment avec leurs partenaires saoudiens, mais aussi aux Émirats. Il y en a 2 ou 3, dont d'ailleurs auxquels participent des entreprises françaises. Ces projets-là vont arriver au moment où en Europe, on est en train de créer des mécanismes pour soutenir l'achat de ces produits et de compenser la différence avec ces produits carbonés. Et donc, on va voir ce que les premiers appels d'offres de Total Energy vont donner. Est-ce que ceux-là vont se positionner? On va voir ce que les premiers appels d'offres européens vont donner, ou ceux allemands, dont on va voir les résultats prochainement. Mais clairement, ils pourront se positionner. Alors maintenant, je pense c'est très important aussi de bien comprendre qu'on ne va pas avoir une profusion de flux qui vont augmenter de façon graduelle avec une nouvelle artère entre le Moyen-Orient et l'Europe dans le transport de l'hydrogène. Pas du tout. On va avoir au début certainement une amorce avec de l'ammoniac parce que c'est facile, il y a déjà de l'infrastructure, mais avec des limites parce qu'on ne peut pas mettre de l'ammoniac partout en Europe. Ça reste quand même très instable comme gaz et extraordinairement toxique. Donc il y aura des limites pour ça aussi. Rapidement, on va passer au e-fuel et un certain nombre de produits comme cela qui se transportent quand même facilement. Mais le fond de l'affaire, ça va quand même rester l'enjeu va rester de décarboner l'hydrogène qui est déjà utilisé sur place et puis de créer des nouveaux besoins sur place. Mais cela dit, pour les fournisseurs d'équipements, évidemment, c'est un magnifique terrain de jeu parce qu'on va pouvoir apprendre à faire de l'électrolyse avec des électrolyseurs de plusieurs dizaines de mégawatts, puis plusieurs centaines de mégawatts, chose que pour l'instant seule la Chine fait. Et on en est encore relativement loin en Europe. Donc pour ça, ça va être intéressant. Et puis peut-être dernier point, avant de peut-être vous laisser la parole ou de vous laisser éventuellement poser des questions. Je crois qu'il faut avoir en tête 2 choses. La première, c'est qu'il va y avoir de plus en plus des perspectives, non pas d'exportation d'hydrogène, mais d'exportation d'électrons. Et je crois en fait très fortement à ces lignes à courant continu qui vont de plus en plus nous connecter avec notre périphérie au sud de la Méditerranée, l'Égypte en particulier, mais aussi le Maroc, peut-être la Tunisie. Et puis au-delà, on aura des connexions avec ces pays au Moyen-Orient. Parce qu'en fait, vous produisez une électricité qui est tellement pas chère là-bas, vous avez tellement d'espace, vous n'avez pas de problème de foncier,
en tout cas aux Émirats et en Arabie Saoudite, que par rapport à toutes les contraintes auxquelles on est confronté en Europe, même si vous avez certaines pertes sur les 4-5 000 km de transport, même s'il va vous falloir installer un certain nombre d'infrastructures pour compenser, pour réguler tout cela, en réalité, ça va vraiment valoir le coup, surtout que les heures de pointe sont décalées. L'électricité se transporte très très vite. Donc là, il va y avoir des vraies opportunités pour équilibrer les systèmes électriques. D'ailleurs, potentiellement dans les deux sens, parce qu'on pourrait aussi leur envoyer de l'électricité, ce qui leur permettrait de réduire au maximum l'utilisation de leurs moyens thermiques, qui restent évidemment carbonés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut vraiment qu'ils montent en puissance sur les énergies renouvelables. Si tu veux, quand on regarde ce mix électrique, ce sont les pays parmi les plus riches du monde qui ont la consommation de gaz à effet de serre par habitant parmi la plus élevée au monde. Donc, si on parle de milliards d'investissements dans l'hydrogène, etc., pour importer en Europe, à un moment, il faut quand même dire ouais, mais on ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est pas possible. De surcroît, lorsqu'on accueille les COP, de surcroît, lorsque on a de telles capacités de financement et finalement une responsabilité mondiale. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait un électrochoc qui ait lieu, si vous me permettez l'expression, et je pense qu'il est en voie d'être engagé, mais il faut des résultats. Et le troisième point, peut-être juste pour finir, c'est que bien sûr, là, on fait le match Émirats-Arabie Saoudite, et en tout cas, pour la crédibilité des objectifs un peu de décarbonation du mix électrique, les Émirats sont plus crédibles parce qu'ils ont déjà fait plus de choses. Mais je dirais que sur le moyen-long terme, l'Arabie Saoudite a évidemment un potentiel colossal qui va être réalisé, j'en doute pas, en partie. Mais le fond de l'affaire aussi, enfin, c'est qu'il n'y a pas que ces deux pays-là dans la région. Il y a évidemment Oman, plus petit, mais qui est beaucoup plus sous pression. Lui et Lana, vous disiez tout à l'heure, il faut diversifier l'économie, mais à Oman, là, c'est encore plus urgent que dans les deux autres pays. Et donc, ils voudront certainement très rapidement aussi apparaître sur cette carte-là. Ne pas oublier que les Japonais sont très en pointe, très demandeurs, parce que, pour le coup, quand vous êtes japonais, vous n'avez pas la place pour faire des grands parcs solaires chez vous. L'éolien en offshore flottant, ça va être très cher. Donc, les importations vont quand même jouer un rôle majeur. Donc, eux vont pousser très fort. Et puis, ne pas oublier que, voilà, les Émirats, l'Arabie Saoudite, l'Europe, c'est une des choses sur la planisphère. Mais ils sont très, 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 très actifs, évidemment, en Inde, de plus en plus, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, Afrique. Et donc, aussi penser à comment est-ce qu'on peut, avec eux, les accompagner sur l'Afrique, je pense. On peut faire beaucoup de choses, et notamment dans les pays musulmans. Voilà, en quelques mots de ma part, merci de votre attention. Désolé d'avoir été un peu lent, et puis je crois qu'il nous reste 13 minutes, c'est pas mal. On va pouvoir échanger un peu. Merci beaucoup Marc-Antoine. Effectivement, 13 minutes pour des questions, donc n'hésitez pas, même ceux, je vois qu'il y en a, ça fait une demi-heure qui suivent attentivement la séance, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je viendrai jusqu'à vous pour donner le micro. Mais c'est parti, le bal est lancé. Quelle est notre première question adressée à Marc-Antoine? Est-ce qu'on en a une? Bonjour, merci Marc-Antoine. Tu as beaucoup de capacités de financement justement dans le Golfe. Alors au-delà il y a les fonds souverains, tu as la Banque islamique de développement, il y a une banque des pays du Golfe aussi, je crois. Alors comment est-ce que tout ça s'intègre, enfin ça se marie avec ce dont tu viens de parler? Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est leur grande force. Et quand je disais un peu dans mon propos introductif que c'est les grands gagnants, mais on le voit dans la capitalisation de leurs fonds. Ils n'ont jamais été aussi riches. Généralement, on est quand même très proche du trilliard. En tout cas, c'est en centaines de milliards. Et ces fonds, pour tous ceux qui travaillent avec eux, tout cela témoigne d'une seule chose, c'est qu'ils ont une capacité, une expertise extraordinaire. Et que les fonds saoudiens, qui étaient peut-être un peu moins dotés, ont su finalement rattraper leurs homologues émiratis en termes d'expertise, etc. Donc là, ils sont au top du top. Ils ont une puissance de frappe gigantesque. Et alors, c'est pas pour autant qu'ils vont faire n'importe quoi, évidemment, au contraire. Et donc, on les voit quand même relativement prudents, mais l'avantage, c'est qu'ils ne sont pas liés par une taxonomie, une certification qui reste encore à construire, etc. Donc, ils ont quand même plus de marge de manœuvre. Et ils ont un mandat quand même de pousser à l'industrialisation localement. Donc, il y a une vraie volonté d'avancer. Et ce que j'observe aussi, mais ce qu'il va falloir un peu préciser, c'est qu'ils sont en train de prendre des participations dans un certain nombre d'acteurs en Europe, RWE, alors là c'est pas directement le cas, mais Glencore, mais certains acteurs miniers, etc.
Et donc, derrière, il y a évidemment aussi une volonté d'apprendre, de créer de la demande en Europe et de la nourrir. Et puis, ce que j'observe aussi, c'est finalement un acteur comme Masdar, qui est très bien financé, etc. Parce que si ils arrivent à sortir aussi des projets aussi pas chers, c'est parce que derrière, les financements, évidemment, sont présents et sont compétitifs. Mais un acteur comme Masdar est en train de regarder l'Europe et est en train aussi de réfléchir, sans doute, à cette future chaîne logistique, de transport, électricité, hydrogène, etc. Et c'est sans doute pas un hasard qu'au G20, on a présenté cette idée de corridor Inde, Moyen-Orient avec les Émirats, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, Israël et puis l'Europe. Donc un grand projet d'interconnectivité ferroviaire, hydrogène, électrique et tout un tas de choses. Alors ça paraît un peu farfelu et pas très sérieux, en tout cas pas très construit, mais on peut déjà voir des maillons potentiels émerger. C'est quelque chose qui se fera sur 20 ans, mais très clairement, ils en feront partie et ils ont la capacité financière pour le faire. Donc, sans doute des opportunités aussi pour nous. Merci beaucoup Marc-Antoine. Une deuxième question peut-être. Hop. Non, en attendant, j'en aurais une pour toi, Marc-Antoine. Peut-être revenir, quelle est pour toi la lecture des opportunités qu'il y a pour les entreprises françaises? Donc nous, on est surtout sur un créneau des PME, mais même si c'est pas aussi évident, mais voilà, quelle est la vision que toi tu en as? Alors les grands groupes français sont tous présents, évidemment. Engie, Total Energy, Air Liquide, les groupes, les équipementiers, etc., etc. Et j'en oublie évidemment beaucoup. Mais les banques, etc. Là où je pense qu'on peut vraiment faire la différence, et les Allemands ont commencé un peu à se positionner là-dessus dans tous leurs mémorandats de coopération, etc., bilatéraux, c'est sur la formation et la montée en puissance des capacités, d'expertise technique, etc. On manipule là de l'hydrogène, hein, c'est pas, on manipule pas de l'eau ou du sable ou quoi que ce soit, c'est vraiment quand même un produit très dangereux. Et donc derrière, il faut, pour que tout cela marche, qu'il y ait sur place les techniciens, les experts, les ingénieurs, etc. pour faire ces projets-là. La deuxième chose, donc là, on peut, à mon avis, jouer un rôle majeur, tout comme l'industrie pétro-gazière avait déjà joué un rôle en formant tout un tas de cadres à la sûreté, etc. Donc ça va être absolument crucial. Et ils sont très demandeurs, évidemment. La deuxième chose, je pense que personne ne sait aujourd'hui au monde, à part peut-être l'un ou l'autre en Chine, opérer de façon efficace un électrolyseur de plusieurs centaines de mégawatts. Donc, si on peut apprendre avec eux à gérer les fluctuations d'électricité, à gérer la maintenance, à optimiser la performance de l'outil, eh bien, voilà, je crois qu'on aura déjà énormément gagné. Et nos concurrents sont déjà aussi présents, évidemment, sur ces segments-là. Et donc, ne leur laissons pas, évidemment, cette opportunité-là. Et je crois qu'il faut y aller. La troisième chose, c'est qu'il faut travailler ensemble sur l'accompagnement de cette certification. Il faut vraiment que ce soit crédible, le fait que ce soit produit bas carbone. On va avoir, par exemple, toute la problématique de l'eau. Il va falloir beaucoup d'eau pour faire cette électrolyse, en tout cas pour l'hydrogène vert ou les sous-produits verts. Si cette eau, elle est produite à partir d'usines de dessalement qui sont elles-mêmes connectées au réseau avec un mix électrique comme ça, on voit bien qu'il va y avoir quand même un problème, qu'il va falloir tenir compte de cette empreinte carbone-là. Et donc, voilà, là aussi, il y a tout un enjeu, qu'il va falloir, auquel il va falloir faire face avec eux. Et plus généralement, je crois que c'est le sujet un peu plus large de comment est-ce qu'on insère cet hydrogène dans les industries. Là où il y a la demande, il va falloir travailler avec eux sur la décarbonation des carburants pour le secteur aérien. Très franchement, quand on regarde le monde entier, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on va pouvoir produire ces carburants à bas coût. Et clairement, on va pouvoir le faire au Moyen-Orient. Et eux, ce sont des grands hubs logistiques. Ils feront le plein probablement avec une partie des carburants qu'ils ont produits chez nous en Europe. Et leur plateforme et leur place logistique sera certainement confortée aussi. Et à mon avis, pour les Turcs, ça va être un défi parce que leur plateforme logistique n'aura peut-être pas forcément accès à autant de carburants d'ailleurs, de synthèse aussi compétitifs. Et donc là, je vois aussi une vraie opportunité. Et puis la dernière, à suivre, eux s'intéressent vraiment aux technologies de l'hydrogène dans la mobilité. Mobilité routière, mobilité camion, etc. Ils pensent qu'il y a quelque chose à faire là-dedans.
Nous, en Europe, on a fait le constat qu'on ne pourrait pas avoir l'hydrogène dans les volumes qu'il faut et qu'on va aller vers le tout électrique, en tout cas pour la mobilité routière. Mais eux, ils voient une vraie opportunité. Et on a des acteurs en France et en Europe qui sont capables d'aller sur le segment de la pile à combustible et de la mobilité électrique. Et donc là aussi, je vois une opportunité et ils y sont déjà, mais ça, c'est quelque chose aussi qu'il faudra consolider. Merci beaucoup Marc-Antoine. Il nous reste encore 4 minutes. Est-ce qu'on a une dernière question? Comme je dis encore une fois, même les personnes qui sont au fond, hein, qui suivent depuis tout à l'heure, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main. Oui, Véronique. J'ai une question un peu technique, je ne suis pas technicienne, mais à un moment, vous parlez beaucoup des Chinois, et notamment lorsque vous avez parlé de ces techniques qui consistent à capturer réinjecter le CO2. Ça m'a vaguement évoqué le projet sur lequel est en train de travailler ou même finaliser Air Liquide. Vous n'avez pas parlé d'Air Liquide. Est-ce que c'est la même techno? Et deux, est-ce que Air Liquide est présent dans la région, travaille sur les projets avec les Saoudiens, les Émiratis? Alors absolument. Alors les Chinois, eux, sont pas sur la technologie de la capture et de la séquestration de carbone. En fait, dans les années, il y a une dizaine d'années, il y avait eu 1 ou 2 projets pilotes qui avaient été évoqués en Chine pour les raccrocher à des centrales à charbon. Mais ça n'avait rien donné et faire de la CCS avec des centrales à charbon, c'est pas une très bonne idée. C'est souvent compliqué, les réservoirs sont très loin, il faut de l'infrastructure, c'est très coûteux. Il vaut mieux pas le faire dans ces circonstances-là. Et en fait, les Chinois sont pas dessus. Ceux qui sont très fortement dessus, c'est avant tout les Américains. Mais on a aussi un vrai savoir-faire en France, notamment avec Air Liquide. Absolument. Donc Air Liquide est très présent dans la région. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que c'est important d'avancer sur ces technologies-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais ça ne doit pas évidemment être une excuse pour ne rien faire sur tout un tas d'autres segments. Par exemple, la réduction des fuites de méthane. Par exemple, la fermeture des centrales à charbon et ne pas en construire de nouvelles, etc. Ça, évidemment, c'est clair. Mais sur la technologie CCUS, oui, là, absolument, il faut faire des choses. Mais le U dans le CCUS, ce U-là, il est pour l'instant très peu investi par les Européens. Alors là, à mon avis, et ça, c'est plutôt un sujet sur lequel on voit travailler, oui, des Chinois, on voit travailler des Américains beaucoup. Le Department of Energy y consacre beaucoup de ressources, mais aussi l'Aramco, par exemple, et un certain nombre d'autres acteurs dans la région. Donc, à mon avis, sur le U, on devrait faire beaucoup plus d'efforts parce qu'il y a forcément des possibilités qui s'ouvriront. Quand on cherche, on trouve, mais souvent, quand on y consacre les moyens, on finit par trouver. Donc, voilà, peut-être une réponse à votre question. Mais le détail des activités d'Air Liquide dans la région, vous pourrez les retrouver sans difficulté. Ils communiquent bien dessus. Très bien, merci. 2 minutes. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Oui, bien sûr. Oui, une question concernant le GPL. Je voulais savoir le marché au Moyen-Orient, l'avenir du GPL sur ces territoires. Ouais, moi je pense que, merci, je ne l'ai pas mentionné. C'est très important. C'est très important, absolument. Et on voit déjà d'ailleurs de plus en plus de commerces et de projets qui lient le Moyen-Orient à l'Asie dans ce domaine-là. Donc je pense que ça peut prendre un essor. Et potentiellement aussi pour nous approvisionner en Europe, ça se transporte bien. C'est des chaînes de valeur qui sont bien établies. Donc oui, absolument, ça fait partie. Alors, ça ne sera pas en milliards de dollars, hein, on est d'accord. Mais si on regarde un peu les niches, très clairement, c'en est une. Très bien. Écoutez, je pense qu'on peut conclure. Merci beaucoup Marc-Antoine. Merci. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci Lana. Merci à vous. Ça fait plaisir. Merci. Bonne chance pour vos affaires là-bas.